Bonjour à tous. On va commencer, donc je vais vous demander de prendre place. Je vais appeler Grégoire Robin, qui fait partie des intervenants et que je ne vois pas, mais je sais qu'il est là. Donc l'idée de la Trium TV, bienvenue d'abord, bienvenue, merci. Merci de participer à... Allez, je vais piquer le mot à Hans Ulrich Obrist, ce que vous aurez le plaisir d'entendre demain, ce marathon de la parole qui va aussi constituer une future archive du CAPC, puisque ce marathon est là aussi pour la postérité. Vous connaissez le principe, toutes les demi-heures, une personnalité qui a fait le CAPC, qui a œuvré au CAPC, sera en duo conversationnel. Là, on est plus qu'un duo conversationnel parce que ces invitations, elles découlent de cette publication que nous avons fait à l'occasion des 50 ans, que vous allez tous pouvoir retrouver en librairie, en avant-première au CAPC, mais évidemment plus tard dans toutes les bonnes librairies de France. Donc c'était voilà l'idée d'échanger avec vous sur ce qui a présidé à l'élaboration de ce livre. Je vous présente, je dirais, les partenaires, les collaborateurs de ce livre. À ma gauche, Cyrine Laloux, des éditions Dilecta, éditions Dilecta dirigées par Grégoire Robin. À côté, le studio Kiosk, qui est donc le studio graphique qui a designé ce livre. Et puis je ne vous le présente plus, Cédric Fauque, le commissaire en chef du CAPC. Je vais vite leur passer la parole, mais peut-être pour vous tracer un peu à la fois le désir initial et les questions assez rapidement qu'on s'est posées. Le désir, c'était de se dire, 50 ans, il faut vraiment qu'on raconte cette histoire. Alors c'est facile à dire, mais ça pose des tas de questions. D'abord parce que le livre précédent qui avait comme ça couvert une période temporelle, c'était le livre des 20 ans. Donc ça faisait d'une certaine manière 30 ans que le CAPC ne s'était pas raconté. Alors évidemment, le CAPC est une activité éditoriale absolument prolifique, mais voilà, ce format, à un moment donné, de se poser, de raconter un moment de son histoire, ça faisait très longtemps. Et évidemment, le catalogue des 20 ans concernait la période de Jean-Louis Froment. Donc là, on avait immédiatement un cadre temporel qui était vaste, et surtout, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, des archives qui sont pléthoriques, passionnantes, et comment carotter sur ces archives, à quel endroit, quelle histoire raconter. La première intuition qu'on a eue avec Cédric, c'était de se dire que une histoire des expositions n'avait pas été racontée. Comment finalement cette institution avait travaillé le format exposition, soit à travers les directions, les commissaires en chef, mais aussi les commissaires qui ont été invités. Et on avait très peu de temps aussi, Cédric. On s'y est mis, on a eu 1 an. Alors évidemment, ça paraît beaucoup, mais c'était quand même assez sportif. Assez rapidement, on a contacté les éditions Dilecta, parce que j'avais eu l'occasion de travailler avec eux sur un projet avec Bruno Penado. Il faut reconstruire l'Hacienda. Alors c'est vraiment ce que je me rends compte qu'il y a un double lien avec Nicolas Bourriaud qui est là aujourd'hui, et le studio Kiosque. Peut-être je vais passer la parole aux éditions Dilecta, parce que ce qui me semble assez remarquable dans ce projet, c'est comment la pensée
s'est construite entre nous. C'est-à-dire que nous, on est arrivés avec voilà, l'intuition qu'il fallait sans doute donner la parole à la grande diversité des personnalités qui avaient œuvré au CAPC. En même temps, on avait besoin d'un texte, d'un ou d'une historienne de l'art qui viennent comme ça raconter presque une épopée. Donc on est arrivé avec une ou deux intuitions, mais c'est vrai que la collaboration avec vous nous a aidé à cheminer et à prendre certaines directions. Peut-être Grégoire. Alors on a 2 micros pour ça, qu'il va falloir qu'on se les passe. Oui, c'était à la fois un grand honneur et une responsabilité d'être sollicité pour ce projet, parce que 50 ans quand même d'un endroit comme celui-là, par quel bout prendre les choses. On sait qu'on a un format quand même contraint, à la fois dans le temps, et aussi dans la pagination, dans la manière de faire. On sait dans le budget, tout ça est lié, et il faut assez vite trouver un principe qui sonne juste, j'allais dire, qui traduise quand même le regard que tu portais, Sandra, et toute l'équipe, avec toute ton équipe. Donc ce qui a été très, très important, effectivement, comme tu le disais, c'était le fait que c'était une proposition ouverte. Donc on ne s'est pas senti contraint d'emblée par un axe de lecture. On n'avait pas en main une proposition de structuration de l'ouvrage en disant il faut travailler comme ça. On s'est posé la question ensemble. Et ça, c'est très important, effectivement, pour que l'équipe éditoriale, on était 3 à travailler sur au sein de Dilecta, on était 3 à travailler sur le projet, étroitement avec les graphistes, l'autrice principale Eva Barois de Caevel, et puis bien sûr toute l'équipe du CAPC, les archives, Martine, Cédric, Romaric, et donc c'est un écosystème qui devait se mettre en marche avec cohérence, avec la même conviction en tout cas, de raconter quelque chose qui soit pas une commémoration. Je crois que nous, on avait aussi ce sentiment-là, c'était un peu le désir, c'est que ça reste quelque chose de très vivant, qui se projette vers l'avenir, et de ne pas faire tombeau, quoi. Donc les conversations entre nous tous, parfois il y avait des pistes qui s'ouvraient, qui mettaient un petit peu de temps à se refermer ou à se renouveler. Mais je crois que c'était important en tout cas de retenir un axe chronologique, c'est-à-dire que chacun puisse revoir toute la vie, la vitalité, l'effervescence des aventures collectives du CAPC. Cet axe chronologique, de se repérer, de voir les périodes, de voir comment les directions, les commissariats ont marqué des directions et des moments forts de la programmation, et en même temps d'avoir un regard réflexif, toujours présent sur, en effet, et ça c'est vrai que c'est votre réflexion essentielle, c'est de garder ce regard sur le commissariat, sur l'exposition, sur ce que voulait dire faire une exposition à tel ou tel moment. Donc voilà, on a travaillé tous ensemble là-dessus. Et puis évidemment l'apport de kiosques d'Elsa et Martin qui a été fondamental pour traduire en images, en prise en main du contenu, de traduire en fait ces différentes pensées. D'ailleurs, une des hypothèses du texte d'Eva Barois de Caevel, je passerai la parole après à Cédric pour parler du choix de Eva Barois de Caevel, mais une des hypothèses, c'est qu'au CAPC, tout est exposition.
Donc ça a vraiment été son point de départ, c'est-à-dire le carton d'invitation, l'atelier pour les enfants, l'Arbus, la pensée en fait originelle du CAPC et de Jean-Louis Froment, c'est que tout est exposition, même je dirais la manière dont on déambule dans un espace, tout le rapport qu'il a eu évidemment avec André Poutman. Peut-être Cédric, tu peux nous dire quelques mots sur nos discussions collectives autour de ce choix. C'était un choix important qui allait donner une direction un peu décisive. Oui, on a entreprendre un tel projet, effectivement, c'est beaucoup de doutes d'abord, puisqu'on essaie d'être dans une forme de justesse. Et effectivement, il y avait la question de qui inviter en tant que à la fois historienne ou historien de l'art et commissaire d'exposition. En tout cas, ça a été un élément décisif pour le choix qu'on a fait finalement d'Eva, puisqu'elle avait elle jouait ce double rôle. Et la question principale qui se posait, c'était est-ce qu'on invite quelqu'un qui connaît l'histoire du CAPC, ou est-ce qu'on invite quelqu'un qui a une forme de distance avec cette histoire-là. Et finalement, on a pris la décision d'inviter effectivement Eva, qui ne connaissait pas cette histoire, pour porter un regard qui avait une certaine distance, mais qui du coup avait aussi une certaine fraîcheur, je pense, dans la manière dont elle allait aborder les choses, sans du coup une forme de pression que nous-mêmes on pouvait avoir parce qu'on nous parlait d'une certaine époque. Et donc voilà, on l'a invitée, elle a accepté, elle a été au CAPC, elle a fait une forme de résidence également, est restée dans les archives, tout comme vous deux également, vous l'avez rencontré également, ce qui a été aussi important dans la construction du projet. Et effectivement, elle opère comme ça dans son texte, qui sert de colonne vertébrale, une forme de déconstruction, on peut le dire, aussi, comment cette histoire s'est formée et vient dialoguer avec à la fois l'entretien avec Didier, qui lui, alors je sais pas si Didier Arnaudet est là, mais qui lui a eu la chance d'avoir vu toutes les expositions. L'entretien s'appelle La partition infinie. La partition infinie. Et Didier est l'homme qui n'a manqué aucune exposition depuis 1973 au CAPC. Et donc qui a gardé, alors évidemment c'est quelqu'un qui a été profondément marqué par Jean-Louis Froment, mais c'est quelqu'un qui a gardé une curiosité et une émotion par rapport à la programmation de cette institution qui ne s'est jamais départie. Et donc voilà, il y a ces choix, il y a beaucoup de choix qui ont dû être faits. Au début, on s'est posé la question d'être exhaustif, d'avoir une chronologie des expositions dans la publication. Finalement, on a fait le choix de ne pas l'inclure. Ça a représenté une trentaine de pages. Oui, même plus, je crois 50 pages. 485 expositions. Ouais, et avec du coup aussi cette idée que l'exposition, c'était plus que juste la mise en espace d'œuvres. Et que effectivement le parti pris qui est fait dans le texte introductif de Sandra, dans le texte d'Eva, dans les textes de tous les contributeurs et contributrices, une focale plus large sur la question de ce qui fait exposition, de ce qui est exposé par l'institution, en allant des défilés de mode jusqu'aux performances, effectivement aux ateliers pour enfants. Et je pense que la sélection iconographique fait aussi, en tout cas essaie de faire état de cela, avec également l'idée de faire dialoguer ou de mettre en côte à côte des images à la fois d'exposition finies, mais également des images de construction d'exposition. Et c'était aussi pour ça que ça nous intéressait finalement d'inviter les anciens et anciennes directeurs et directrices et cette myriade de personnes qui ont œuvré à la programmation du CAPC à témoigner rétrospectivement de ce qu'ils avaient essayé de faire finalement, et donc de poser un regard du présent sur le passé, d'où aussi le switch en termes de date, donc c'est CAPC 2023-1973, et cette invitation qui à l'origine était aussi formulée sous l'idée de presque s'adresser à des expositions. Donc certaines personnes, certains contributeurs et contributrices ont vraiment pris à bras le corps cette proposition et ont vraiment écrit des lettres aux expositions
qu'ils ont pu faire au CAPC. Et peut-être qu'on passe la parole maintenant à l'équipe de Kiosque pour que vous nous parliez de comment vous avez abordé ce travail. Donc comme ça a été dit, on a eu la particularité d'être invité pendant une semaine en résidence à découvrir les archives du CAPC, parce que de la même manière qu'Eva, en fait, on avait un regard assez extérieur sur l'institution. Donc ça nous a permis un petit peu de nous familiariser avec ce qui s'était passé pendant un temps quand même assez conséquent, et aussi de réaliser que la nature des archives qui constituent en fait le fond était très diverse, puisque comme ça a été dit rapidement par Cédric juste avant, il y a effectivement des images d'exposition, mais il y a des images de vernissage. Enfin, il y a tout un panel comme ça de nature d'images qui sont différentes. Et bon, pour des graphistes, il y avait aussi l'enjeu de se demander comment est-ce qu'on pouvait fonctionner, faire dialoguer des natures d'images aussi différentes. Donc voilà, en tout cas, c'est donc assez rare d'avoir cette opportunité de découvrir une institution de cette manière-là, puisque traditionnellement, ou en tout cas de manière plus habituelle, quand on est commandité, c'est se fait sur un temps beaucoup plus court, avec peut-être aussi moins de temps de découverte. Donc ça nous a permis de nous imprégner d'une manière un petit peu spécifique. Et ensuite, il y avait pour nous, après Martin, tu me coupes si tu veux ajouter des choses, un petit peu un défi aussi de se demander comment est-ce qu'on allait embrasser un petit peu l'histoire de ce lieu. Donc nous, on est rentré par l'histoire graphique, parce que c'est un lieu qui a tout de suite eu un intérêt, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pour... Voilà, une attention plutôt pour le design graphique dès sa création, ce qui n'est pas non plus forcément toujours très habituel. Donc nous, on a pu rentrer par là, par les différentes identités visuelles, par la manière dont elles avaient évolué au fil du temps, qui sont aussi du coup des conceptions de ce que c'est que la création, de comment est-ce qu'on l'aborde. Et nous, ça nous a aussi permis dans nos choix graphiques, par des plus ou moins petits clins d'œil, bon, il y en a des plus subtils que d'autres, mais de rappeler aussi ce côté historique, cette évolution dans le temps, mais aussi de travailler sur des formes qui soient plus contemporaines. Donc, par exemple, on a choisi un caractère qui évoque la première identité visuelle, mais qui en même temps est un redessin contemporain d'un caractère de la même famille. On a travaillé aussi sur des notions de presque un petit peu de hors cadre, on va à la découpe à certains endroits, comme sur la couverture, pour aussi faire penser à l'identité de Total Design, enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et surtout, il y avait cet enjeu de parler d'un lieu où il s'est passé beaucoup de choses, mais où nous, on fonctionnait effectivement par carottage. Et donc, comment un petit peu montrer ça ? Donc, on a voulu parler de l'archive aussi avec cette reliure classeur, un petit peu l'album photo, dire qu'à certains moments on prend des choses, on rappelle des choses, mais c'est pas non plus exhaustif. Donc voilà, j'essaye de faire hyper synthétique, donc je sais pas si j'oublie des choses. Martin, tu veux compléter ? Oui, puis il y a aussi la rencontre avec Eva, parce que c'est vrai que voilà, ce texte vous permettait aussi de régler certaines questions dans le graphisme du livre. Ok. Oui. Bah après c'est rigolo parce que ça fait écho à une conversation qu'on avait hier soir sur comment. Enfin, il y avait des choix aussi un petit peu arbitrés sur comment parler des différentes voix qui font le CAPC, puisque la particularité de ce catalogue, c'est que c'est la réunion de beaucoup de voix. Il n'y a pas juste un texte qui serait, ou plusieurs textes qui ne seraient que de la voix de l'équipe actuelle. Il y a des personnes qui ont fait partie de l'équipe à différents moments. Il y a des personnes qui sont venues pour curater une exposition. Il y a aussi Eva, il y a aussi nous, qui sommes des personnes qui venons plus tardivement dans cette histoire-là. Donc,
est-ce qu'on homogénéise ces choses-là? Est-ce qu'on les fait aller ensemble? Ou est-ce qu'à certains moments, on marque des particularités graphiques? Donc finalement, on a fait le choix aussi d'homogénéiser dans toute la première partie du livre des textes qui vont être plus généraux pour ensuite aller sur des lettres qui, là aussi, sont homogènes graphiquement, mais en même temps, ne sont pas forcément homogènes en termes de contenu, de moments, en fait, desquels elles parlent. Mais voilà, c'est des questions qu'on se pose. Après, c'est comme ça qu'on a statué ensemble aussi sur comment parler de ça. Parce que du coup, le livre est je dirais, divisé en plusieurs catégories. Un texte introductif de ma part qui s'appelle CAPC, une histoire située, qui fait un lien comme ça entre une institution, un bâtiment, un contexte et aussi un contexte politique, puisque évidemment le maire de l'époque, Chaban-Delmas, est complètement à la manœuvre. Le texte d'Eva qui s'intitule Absolutely Fabulous, pour celles et ceux qui connaissent la série. Évidemment, ils sont abordés. Alors, c'est pas un texte mièvre, c'est pas un texte classique, c'est une écriture, c'est un point de vue. Je pense que certains lecteurs vont adorer, d'autres détester. Il y a vraiment voilà, cette jeune historienne de l'art, avec aussi son champ référentiel, qui regarde cette histoire. Et c'est marrant, qui navigue presque, parce que comme elle a passé cette semaine dans les archives, donc elle navigue presque entre une forme de nostalgie d'un temps qu'évidemment elle n'a pas connu. À un moment, elle le dit d'ailleurs, tout ce qui ne peut plus exister. Mais elle dit aussi que certaines choses qui ont existé, c'est peut-être bien aussi qu'elles n'existent plus. Donc voilà, il y a des partis pris assez forts dans le texte, même en termes de langue. C'est comme c'est une écriture comme en apnée. Donc on est pris dans ce tourbillon. Enfin, moi, je suis extrêmement sensible à ce texte. Il y a eu pas mal d'allers-retours, parce qu'il y avait des choses qui grinçaient tellement dans son texte que voilà, il y a eu des discussions entre nous. Mais moi, je suis très curieuse et impatiente que ceux qui connaissent cette histoire, ceux qui le connaissent moins, le lisent et nous en fassent des retours. Et suite à cela, eh bien, ce très beau entretien entre Cédric et Didier Arnaudet, la partition infinie. Et puis voilà, cette polyphonie des voix qui s'expriment et qui s'expriment de manière totalement libre, c'est-à-dire que chacun et chacune ont choisi, effectivement, certains ont écrit une lettre, d'autres ont écrit des textes plus institutionnels. Enfin, on a aussi voulu laisser cette diversité musicale presque, comme une partition. Et puis ce qui, je pense, dans nos discussions aussi avec Cédric, était important dès le départ, vous le savez sans doute, c'est souvent une institution, quand on parle d'un homme. Et nous, ce qu'on avait envie de raconter, c'est que cette institution, c'est une polyphonie, et c'est pas un storytelling qu'on réinvente, c'est juste une réalité, et que c'est bien ces 50 années-là qui ont été extraordinairement riches en aventure, en expérimentation, en pensée de l'exposition, de qu'est-ce que ça produit une institution dans un contexte, qu'est-ce que ça produit à l'échelle de l'art, et que ça a été un invariant, et que ça a été incarné par des personnalités très différentes et incarné de manière très différente. Donc c'était aussi un peu ça l'enjeu pour nous, pour cette édition. Juste rajouter que Eva, elle a non seulement été dans les archives, mais elle a parlé à pas mal de personnes également. Certaines sont d'ailleurs présentes ici avec nous. Et dire un peu de la manière dont on a aussi fait des choix, puisqu'effectivement, il y a à la fois beaucoup de choses et aussi beaucoup de choses qui ne sont pas présentes. Et effectivement, avec notamment Cyril et Martine et Romaric, et moi-même, il y a eu ce travail qui a été fait de regarder la liste des expositions. Alors ça s'est fait après avoir éliminé l'idée
de traiter de tout ce qui était de tout en fait, parce qu'au début il y avait vraiment cette ambition d'avoir une partie sur la question de l'exposition, une partie sur la question de la production, sur les ateliers, la place de l'éducation. Voilà, il y avait une sorte de déploiement de différentes manières de faire exposition au CAPC. Et finalement on s'est arrêté, c'est quand on est à la liste et on a regardé chaque exposition une par une, on s'est dit, OK, laquelle doit finalement figurer dans cette publication? Et après venait le choix des images pour chaque exposition, parce qu'en général, c'est 1 à 2 images maximum. Donc, vous imaginez avec l'archive qu'on a la complexité, on avait envie de tout mettre. La complexité de faire ces choix. Et j'ai déjà eu des retours de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi cette image-là? Vous auriez dû choisir une autre. Et effectivement, ensuite, le choix des différentes personnes qui allaient être invitées. Donc, on estime aussi, ou en tout cas, moi, j'aimerais dire que c'est presque un début de travail plus large qui mérite d'être fait, effectivement, sur la question également. Ouais. On a d'ailleurs, parce que là ça pose quand même la question de l'archive et ce qu'on en fait. L'archive est énorme, passionnante, et c'est vrai qu'on tourne autour et on ne sait pas forcément toujours comment l'aborder, tout simplement parce qu'on n'a pas toujours la capacité en termes d'équipe de mener comme ça ce travail. Et donc je voudrais souligner qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question, et qu'avec DCA, l'association de développement des centres d'art, organise les 28 et 29 novembre prochains, 27 et 28 novembre prochains. Merci Marie Chénel, secrétaire générale de DCA. Un moment de réflexion. Alors il y a un moment où on sera entre nous, on sera entre équipes, mais il y aura aussi un moment ouvert, parce que c'est une question qui se pose pour les centres d'art. Alors évidemment, les gros musées, les grosses institutions muséales ont les équipes et ont, je dirais, presque le logiciel de pensée pour aborder au quotidien ces questions. C'est moins le cas pour les centres d'art, et néanmoins, c'est une archive absolument passionnante dont il va falloir qu'on s'interroge de comment on la patrimonialise, comment on la convoque, comment on l'active. Bon, toutes ces questions sont passionnantes. Donc c'est vrai, Cédric fait bien de le dire, pour nous c'est une étape, cette publication. Est-ce que Cyrine et Martin, avant qu'on voulait rajouter quelque chose? Oui, une petite chose sur le côté archive et le côté non exhaustif des images. Pour revenir sur ce que disait Elsa, sur la perforation qu'on voit qui est signifiée. C'était pour nous aussi faire référence au travail qu'on a mené pendant une semaine. Et l'idée, c'était de... c'est une certaine forme d'archive aussi, parce qu'il y a aussi dans le travail que vous avez fait, il y a aussi un switch technologique entre une archive analogique et une archive numérique, et comment est-ce qu'on peut s'en saisir sans dénaturer les documents, et sans trop faire clasher une esthétique à l'intérieur. Peut-être Martin aussi, tu peux nous dire quelques mots sur la couverture. Oui, oui. Le choix de la couverture, c'est toujours un peu un moment important quand on fabrique un livre. Bon, ça s'est fait assez facilement, j'ai trouvé, plutôt naturellement. Au départ, on ne voulait pas mettre de couverture. Je ne sais pas si on avait parlé de ça entre nous. Non. Non. Je l'apprends aujourd'hui. Parce que on voulait suivre, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que le livre à l'échelle de ce bâtiment, et de suivre le projet des architectes, et de se dire qu'il n'y avait pas d'entrée, parce que au départ, peut-être, l'envie, c'était d'avoir un bouquin un peu épais, c'était 50 ans, donc un bouquin plutôt rembordé, quelque chose de solide, comme ça, une brique. Et finalement, le projet des architectes nous a intéressés, puisque l'idée, c'était qu'il y ait une continuité, en fait, entre la rue et l'intérieur du bâtiment. Et on voulait quelque chose comme ça qui soit assez une entrée plus fluide. Finalement, on a mis une couverture quand même, plus légère que ce qui avait été peut-être voulu au départ. En tout cas, brute, et qui était une entrée en douceur dans le papier. Ensuite, sur le marquage, peut-être l'idée, c'était de faire aussi référence
à justement cette ambivalence d'être dans quelque chose d'assez sérieux, un bouquin de recherche aussi, qui se voulait au départ peut-être exhaustif, qui l'a moins été après, et l'idée d'un anniversaire simplement, donc être dans un contraste comme ça. Oui, puis le contraste aussi, je sais plus, j'avais dit rough and glitter, qui me semble être bien encapsulé cette institution. Donc il y a le côté assez brut, hein, la chaleur de cette couleur sable qu'on retrouve dans ce bâtiment assez austère, et puis la vie de cette institution qui est totalement romanesque. Enfin, on en parlait avec Cédric un peu comme une crise d'un personnage romanesque de la cinquantaine. Voilà, donc c'est une institution qui a subi tellement de drama, hein. C'est un peu une drama queen, cette institution, et on trouvait ça assez drôle que ces deux notions soient présentes dès la couverture, et avec ça que je trouve très beau aussi, toutes ces 50 années, hein, qui s'égrènent sur la tranche du catalogue. Bon, vous l'aurez compris, on en est très fiers. On espère que vous vous régalerez à l'avoir dans votre bibliothèque et à vous plonger dans cette histoire. Il est très agréable en main aussi. Et donc moi, je voulais vraiment remercier Dilecta et Kiosque et l'équipe du CAPC, Romaric Fabre, Cédric, qui ont... voilà, c'est un boulot énorme. Ceux qui font des livres le savent. Donc merci à eux. On va, je pense, dans quelques secondes, passer la parole au premier duo conversationnel. Sarkis nous fait l'immense plaisir de sa présence. Il sera en duo conversationnel avec Anne Cadney. Comme ça s'enchaîne, on ne va pas complètement représenter les invités à chaque fois. Donc les invités vont sortir de scène et d'autres vont arriver. C'est la raison pour laquelle, en fait, à l'entrée, on vous a mis une feuille de salle qui vous met toutes les bios des invités, hein, parce que ça prend toujours un peu de temps de présenter les gens. Là, vraiment, l'idée, c'est que on rentre directement dans cette conversation, même si on a laissé très libre les duos conversationnels. Donc je pense que ça va aller différemment. Et merveilleux. Merci à tous.